j'ai mon ami Kirakov qui a co-signé mon livre sur les GRU que vous avez bien voulu citer tout à l'heure, et Kirakov a été 11 ans conseiller principal de la commission des affaires étrangères du Sénat américain. Et il pleure tous les jours de la situation où en est l'Amérique au point de vue entourage de la Maison Blanche. Car c'est lui qui m'a averti, sans ça je ne le saurais pas, qu'il y avait un groupe de chrétiens fondamentalistes, pas des catholiques, ce sont des baptistes en général, ou des luthériens, ou des gens comme ça, qui d'ailleurs sont en désaccord avec leur propre église, et qui sont devenus liés à un clan juif qui n'est pas majoritaire en Amérique, qui est un lobby à l'intérieur du lobby juif, qui est désavoué par la majorité de la communauté juive américaine, mais qui est puissant parce qu'il a à sa tête le président du Conseil juif mondial et des richesses bancaires énormes. Ce lobby a réussi à la fois à s'entendre sur un principe. La Bible dit que, mais ça paraît messianique, mais c'est comme ça. J'ai les textes et les références dans mes archives. La Bible dit que quand on reconstruira le temple à Jérusalem, ça sera une nouvelle époque qui s'ouvrira et la paix régnera et le monde juif dominera le Moyen-Orient et assurera la paix. Bon, je leur laisse la certitude, mais voilà. Et ça paraît effarant. Ces gens ont réussi à convaincre le jeune Bush que puisque l'Amérique était la première puissance au point de vue armement et possibilités économiques, même si l'économie va à la traîne en ce moment. En tout cas, la première puissance mondiale, son rôle était de refaire la carte du Moyen-Orient pour en finir avec le désordre au nom du nouvel ordre mondial, et que dans ce cas, il fallait liquider des dictatures comme celle de Saddam Hussein, celle de Syrie, et en passant, empêcher le Liban de mettre des entraves, je parle des banquiers libanais, et en même temps simplifier les histoires pétrolières, parce que à partir du moment où on contrôle, où ils contrôleront l'Irak, le pétrole d'Irak, l'Arabie Saoudite ne peut plus peser aussi lourd. Ils veulent bien la maintenir à condition qu'elle accepte de participer à la stabilisation des prix pétroliers tels que le voudraient les Américains, qui veulent mettre en place à Bagdad un héritier hachémite. Bon, ça n'est pas venu comme ça. En 1996, sous Clinton, le lobby dont je vous parle avait passé à Clinton, donc un lobby judéo-chrétien, avait passé à Clinton tout un plan de remise en place d'un héritier hachémite à Bagdad, mais évidemment parce qu'il le contrôlerait. Vous voyez, c'est effarant. Et puis Clinton avait trouvé ça ridicule et l'avait mis de côté. Et pourquoi il avait trouvé ça ridicule? C'était pas faisable, parce que Clinton n'était pas à la hauteur de son rôle. Enfin, voyons, oui. On va pas revenir sur Clinton. Mais Clinton était déjà entouré de gens comme ça. Et je les cite, les pétroliers se retrouvent d'accord avec ce plan parce que il y a actuellement Dick Cheney, qui est le numéro 2, le vice-président des États-Unis, qui est beaucoup plus important qu'on ne le dit, qui est le vrai maître de la politique étrangère derrière Bush. Or, Cheney est entouré par des gens qui contrôlent le Pentagone administrativement et politiquement, et la CIA, et qui sont des gens, comment dire, qui partagent ce messianisme du lobby actuellement en place. Et Cheney, vous savez bien, tous les gens qui nous écoutent le savent, est lié au lobby pétrolier depuis toujours, officiellement avant, quand il ne peut pas y siéger actuellement, mais n'empêche que je donne un exemple. À Houston vient de se tenir une conférence, ces jours-ci, il y a 48 heures qu'elle a été terminée. Pas un mot dans la presse ici. Pas un mot. Or, il y avait 100 pétroliers du monde entier qui étaient là pour examiner le plan en question, de changer le régime d'Irak, le tenir, en mettre en place un régime qu'on tiendra bien en main,
changer la carte du Moyen et du Proche-Orient. Mais c'est quelque chose d'effarant. Effarant, absolument. Avec Sharon devenant le roi de la région. Enfin, Oui. mais c'est effarant. Oui. Alors, ça paraît effarant, mais c'est comme ça parce que, vous voyez, 96, on est tout de même en 2002. Il y a une continuité. Alors, tous les gens qui sont numéros 2 et 3 au département d'État, au Pentagone, etc., sont de ce clan. Au Pentagone, par exemple, vous avez Paul Wolfowitz, qui est lié au clan, c'est pas la peine de préciser, qui est le grand stratège. Vous avez un autre qui s'appelle Lewis Libby. Libby, moi j'ai recherché tous les curriculums vitae de ces gens grâce à mes amis, c'est la même chose, c'est une continuité, ce sont des militants messianiques, il n'y a pas d'autre mot, pour un nouvel ordre mondial, et à partir du moment où on aura réussi ce coup-là, pour parler vulgairement, en Proche et Moyen-Orient, on continuera ailleurs. Je donne un exemple. Mon beau-père connaissait bien Pinet, le président Pinet, et un jour il lui dit: qu'est-ce que vous allez faire dans cette société qui s'appelle Bilderberg? Bon, on va en parler, je vais expliquer ce que c'est que Bilderberg, mais Pinet lui répond: vous savez, on rencontre des gens intéressants dans ce club. C'était aux années 50, ça, hein, après la fondation de Bilderberg qui date de 1954. Moi je trouve qu'on a des réunions dans un pays puis un autre, ça me fait voir du pays, et pendant que ces gens-là, ils m'embêtent avec leur discours, parlent de refaire le monde, moi je m'en vais faire du footing. Alors mon beau-père lui avait dit: président Pinet, vous servez de caution à des gens qui, dans votre dos, eux, travaillent. Car déjà, j'ai des textes qui datent de 1932 de ces milieux-là, des textes internes, où on parle du nouvel ordre mondial sans arrêt. Donc c'est pas une découverte que le président Bush l'ait dit après la guerre du Golfe. C'est simplement une confirmation. Parce qu'on ne nous fera pas croire que ces gens-là ont toujours le même langage à travers un siècle, sans qu'il y ait une doctrine à la base. Il y a un fil conducteur. Alors, après la guerre, il y a donc la soi-disant guerre froide qui commence. Je dis soi-disant puisqu'ils ont été mêlés à, comme on peut lire dans mes livres, à certaines affaires secrètes. J'ai quand même vu que c'était une horrible mascarade. On voulait bien empêcher le communisme de nous prendre ici comme les pays d'Europe de l'Est, mais on ne voulait pas le détruire, on voulait s'arranger avec lui, ce qui est très différent. Il y a des milliers et des milliers de gens qui sont morts d'avoir cru que l'Occident les aiderait à se libérer du totalitarisme communiste. Naît Bilderberg en 1954. Bilderberg est une association euro-américaine, ce qu'on oublie, et pas du tout européenne, euro-américaine, puisque David Rockefeller était à la fondation, Bill Donovan, l'ancien chef de l'OSS, était à la fondation, Allen Dulles, chef des services secrets, était à la fondation, pour ne citer que quelques noms connus. Du côté européen, qui y avait-il derrière Bilderberg? Jean Monnet, et tous les gens de l'équipe qui ont dit: il faut faire l'Europe, faire l'Europe, faire l'Europe. Bon, mais leur Europe. Et ce qui ne veut pas dire une Europe de la liberté. Alors la trilatérale, j'en parle tout le temps, c'est quoi? Elle est née en 73 d'une réunion qui s'était tenue en 72 à Davos, en Suisse, où j'étais. Mais je n'étais pas invité. J'étais par hasard chez les amis à Davos. J'ai vu, je me suis cogné à Henry Kissinger, à des gens très connus. J'ai fini par demander à mes amis suisses: mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des soviétiques, j'ai dit: qu'est-ce qui se passe? 73, hein? Attention, il n'y avait pas encore l'écroulement du mur. Et ils me disent: non, mais il y a une réunion bizarre, la police est sur les dents, il faut surtout pas qu'on sache qui est là, c'est interdit de prendre des notes, de prendre des photos. Bon, j'ai quand même eu par mes amis suisses beaucoup de choses, et même eu la sténographie de leurs débats internes. Ce qui m'a beaucoup éclairé en 72, parce qu'ils annonçaient qu'ils allaient créer l'année d'après un organisme, ils n'avaient pas dit lequel. Mais l'homme de cette concertation, où il y avait une centaine de gens, donc j'ai parlé de Kissinger, il y avait des Japonais, il y avait une délégation soviétique, dont un vice-ministre du gouvernement soviétique, et n'oublions pas que c'était, soi-disant, toujours la guerre froide. Bon. Or, ils étaient là. Et la conclusion, applaudie par les soviétiques, dans ce vice-ministre qui s'appelait Bykov, qui existe encore, de M. Perlmutter, un économiste américain très connu, était la suivante. Écoutons bien, hein, 72-73, ça c'était l'hiver 72-73. Il faut qu'avant 20 ans, nous ne soyons plus que 200 ou 300 multinationales dans le monde à contrôler tout ce qui est recherche,
exploitation, répartition des matières premières clés de notre époque. Et donc voilà la phrase textuelle. Et il expliquait, à partir de ce moment-là, il y aura 3 moteurs dans le monde. Le moteur industriel panaméricain, le moteur industriel japonais et le moteur industriel pan-européen, incluant l'Union soviétique. En 72-13. Et l'année d'après, donc, naît la trilatérale, qui était donc 3 moteurs industriels drainant derrière eux, à partir de 3 grands ensembles économiques, tout ce qui n'était pas multinational. Ils disaient même dans leur texte que toutes les petites et moyennes entreprises de nos pays deviendraient des sous-traitants, donc aux ordres. Voilà en gros, si vous voulez, je crois ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'on est manipulé par des gens qui ont tout en main parce qu'ils ont les leviers économiques et monétaires qui sont beaucoup moins frappants pour le public, qui ne comprend rien aux histoires monétaires, par exemple, que si c'était une affaire purement politique. Non, c'est technocratique, c'est monétaire, c'est financier, c'est la grande coulisse mondiale. Et d'ailleurs, à mon avis, même si ces gens sont très puissants, ils échoueront. On n'est pas impuissant parce que plus on répète, plus on les dénude en public. Le roi est nu, on connaît l'expression. Plus ils sont gênés parce que il y a eu une époque, il y a 20 ou 30 ans, où c'était un peu trop tôt, quelques confrères et moi, on parlait de ça. C'était trop tôt, les gens n'étaient pas mûrs, prêts. Maintenant, tout le monde sent qu'il y a quelque part ce que j'appellerais vulgairement un truc. Ce qui explique que les Français, qu'on croyait endormis, se réveillent tout d'un coup quand il y a une discussion autour d'une chose comme Maastricht, parce qu'ils sentent instinctivement qu'il y a quelque chose qui est truqué dans la coulisse. Ils voudraient savoir. Les dés sont pipés. Voilà, ils savent que les dés sont pipés. Mais ça, ne l'oubliez jamais. Dans tous les rouages des nations, des ministères, des médias, des moyens publics, etc., il y a des gens de la trilatérale, du CFR, des Bilderberg. Ces gens-là nous oppressent. Et pour ceux qui douteraient encore, Claude Imbert, dans son propre éditorial du Point, confirme l'existence du sinistre groupe Bilderberg. Alors c'est pas parce que nous sommes menacés, c'est pas parce que l'étau tente à se resserrer, ce n'est pas parce que nous sommes des vermisseaux comparés à ces monstres d'autorité que sont ces super mafias qu'il faut se taire et se cacher la tête dans le sable. Je crois qu'il faut avertir les gens. Il faut leur dire, attention, soyez vigilants, ne croyez jamais les négations officielles. Tout cela n'est que mensonge.